Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Nous continuerons à vous lire L'incendie de Mohammed Dib, paru en 1954, avant le 1er novembre 1954. L'incendie, comme je vous le disais la semaine dernière, apparu 3 ans après La Grande Maison, comme deuxième volet de la trilogie Algérie. Dans cette trilogie, nous sommes en 1939. Et l'Algérie est colonisée depuis plus d'1 siècle. Omar, le personnage principal, est un petit garçon de 10-11 ans. Il vit à Tlemcen, dans une maison arabe, mauresque, où s'entassent des familles entières, dans une pièce, chacune tirant le diable par la queue pour survivre. C'est à travers Omar que Dib nous fait découvrir le Tlemcen de l'époque, et il le décrit de façon à ce que Tlemcen ressemble à n'importe quelle autre ville d'Algérie. À travers Omar, Dib nous fait découvrir Tlemcen et l'Algérie. Cela veut dire que, même si Omar est présenté par l'auteur à la 3e personne, que c'est un « il », que ce n'est pas un narrateur, Dib utilise un procédé littéraire, qu'on appelle le discours indirect libre, qui fait qu'on est dans la pensée, dans les réflexions du petit Omar. Dans l'incendie, Omar est parti avec Zohra à Bni Boublen, à la campagne. Ils sont hébergés par Mama, la sœur de Zohra, mariée à un petit propriétaire terrien algérien, Qara, qui regarde avec envie les grandes plantations des colons et avec mépris tous les paysans sans terre qui habitent le bas de Bni Boublen. L'incendie décrit donc la paysannerie et les premières grèves de paysans. Hamid Serraj, qu'on a connu dans La Grande Maison, n'est pas loin. C'est celui que les policiers étaient venus chercher dans La Grande Maison, à Dars Betar. Un thème nouveau apparaît dans ce 2e volet, celui du nationalisme, lié à la mémoire, d'où la présence de personnages vieux, dignes, dont les paroles sibyllines ou les récits ancestraux entretiennent la mémoire, travaillent l'identité nationale algérienne et annoncent l'explosion à venir du 1er novembre 1954. Prête-moi ta plume. Salsa rumba, ombalaba, 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 busa chacha salsa rumba. ملي رتك عينيا عقلي رحمة ضويتي حياتها ليا ملكني زينك وظهرك ملي ردت عينيا عقلي راح معاك
ضويتي حياتي عليا ملكني زينك وبهاك أمبلابا 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 بوسا تشاتا صلصة رومبا أمبلابا 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 بوسا تشاتا صلصة رومبا طعم الدنيا وعرفت قيمة الحب أنا ليك وانت ليا يا أغلى ما نكسب دخت بيك طعم الدنيا وعرفت قيمة الحب أنا ليك وانت ليا يا أغلى ما نكسب أمبلابا 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 بوسا تشاتشا صلصة الرومبا أمبلابا 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 بوسا تشاتشا صلصة الرومبا جلسنا على ضوء القمرة أنا وكحلة العيان أنا وانتي والقيطارة كتبت عليك هذا الكلام جلسنا على ضوء القمرة أنا وكحلة العيان أنا وانتي والقيطارة جبت عليك هذا الإلحان أمبلابا 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 بوسا تشاتشا صلصة الرومبا 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 أمبلابا 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 صلصة الرومبا أمبلابا 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 بوسا تشاتشا صلصة الرومبا. Prête-moi ta plume. Kara haussait le ton. Maintenant, le cultivateur voulait semoncer Slimane Meskin. C'était prévu. À cause de ses bavardages, Slimane l'écouta dans l'attitude contrite qui convient à un fellah devant un personnage important. D'autres paysans qu'avait attiré la présence de Kara assistaient de loin à la scène, derrière des plants de roseaux et des troncs d'arbres. « Écoute, messire, vociféra Slimane Meskin en réponse à ces sermons. « Cesse de te mêler des affaires des autres ou je t'arrache les poils des moustaches !» Il leva la main et tira une moustache du cultivateur en gloussant d'une manière indécente. Il tira encore plus fort l'autre moustache. Il tourna autour du gros homme. Celui-ci resta bouche bée. Il tenta d'imposer le respect à l'insolent. Ah oui, son autorité ne fut d'aucun effet. Il voulut le frapper. Bernique, à distance, les fleurs se tortillaient. Poil gris de Belzébuth, poil gris de Belzébuth, s'écriait Slimane. Je te l'arrache, je te l'arrache. Il partit d'un rire prolongé qui jeta l'épouvante sur le visage de Kara. Les fleurs tenaient à rester cachés. Quelques-uns coururent jusqu'au village en se tenant les côtes. Ils se hâtaient d'aller propager la nouvelle. Finalement, ce fut tout juste si le cultivateur put s'enfuir. Sans cela, Slimane lui eût sans doute arraché tous les poils de la moustache. « Occupe-toi de tes affaires, si tu ne veux pas voir ta barbe griller un jour !» lui lança Slimane de loin.
L'autre, oubliant tout le respect qu'il devait à sa personne, prit ses jambes à son cou et disparut dans le balancement de sa culotte bouffante. La nouvelle se répandit. Que reste-t-il à dire? Les gens, ils avaient bien ri. Mais à partir de ce jour-là, chaque fois qu'il rencontrait un bon ami de l'autorité, il se poussait du coude. « Va, il trouvera bien son Slimane Meskin !» Et de s'envoyer des claques sur les genoux. Et il disait « Pourvu que celui-là ne s'attaque pas à Slimane Meskin, il ne ferait plus le malin après !» Kara Ali, plusieurs fois de suite, essaya de se montrer. Mais régulièrement, des rires fusaient dans son dos. Quand il se retournait, vite, plus personne. À croire que des génies le poursuivaient de leurs moqueries. Il interpellait les gens. Les fleurs s'approchaient et le regardaient droit dans les yeux. Et c'était lui, Kara Ali, qui finissait par perdre contenance. Il bredouillait et toussait. Ses accès de toux n'en imposaient à personne. Les fellahs lui tournaient le dos. Messire Kara leur déclara alors qu'il considérait désormais comme ennemi du gouvernement et de l'islam tout fellah qui s'acoquinerait avec Slimane Meskin. Autant dire tout le monde ici, commentaire ceux de Bni Boublen. Autant dire tout le village, n'est-ce pas? Pour sortir de la voie sacrée de l'islam, ça non. Mais s'il veut que nous soyons les adversaires du gouvernement, eh bien, qu'il en soit comme il l'a dit. Prête-moi ta plume. عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد ورأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا جاعيا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد وجهي فبكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا عائشة أما فاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتك فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره وأثابه وألبسه لباس العيد اللهم صل وسلم وبارك عليه
Prête-moi ta plume. Omar devrait savoir toutes ces choses, avait dit Komandar. L'enfant était en bordure du champ de Kara, couché au pied du grand térébinthe. L'après-midi d'août semblait fixé dans la substance immémoriale du temps, plein, lourd d'effluves. La menthe sauvage et les plantes aromatiques se desséchaient. D'évidence, cet après-midi n'avait ni fin, ni commencement. Il y avait si longtemps que le garçon avait perdu tout souvenir de l'heure. Chaque arbre, chaque pierre, chaque repli de la campagne était coulé en une matière immuable. Au fond de cet engourdissement infini cheminait le jour sans mesure. Dans l'ombre légère du grand térébinthe, les regards de l'enfant épiaient la présence muette de cette mort. Omar savait-il vraiment ces choses? Les enfants font quelquefois semblant de n'en rien savoir. Le garçon arracha des brins de gazon en se livrant à ses réflexions. Il savait comment sont les choses. De ses orteils nus, il fouillait la terre toute fraîche à cet endroit. Omar reconnaissait le térébinthe. Il étendait le bras et le touchait. Il reconnut l'écorce qui poussait tout autour. Il pressa fortement, avec la paume de la main, le tronc de l'arbre, et un morceau rude en tomba. Cela, il le comprenait aussi. Le vent gémit à mi-voix dans ses oreilles. Toutes les feuilles s'étaient retournées dans leur lutte contre cette violence. Omar entendait leur bruissement. Quand le soleil fut au-dessus de leur tête, dit Komandar, les moissonneurs durent s'arrêter. Une fois debout, leur ombre retomba à leurs pieds. Ils étaient tout noirs. Ils quittèrent alors les champs et allèrent s'asseoir sous les arbres. D'autres attendirent un peu. Ils laissèrent la grande machine seule au milieu des ruisseaux de feu qui se formaient dans les moissons. Elle défiait tout. Avec ses multiples membres de fer et de bois au milieu des cultures, tel un monstre tombé du ciel, elle semblait dormir, elle aussi. Ses barres, rouge vif, la neuve dureté des dents d'acier, tant de nudité et de commune laideur, d'inertie et de force, réunies à la fois dans un être de métal sans visage, mais tout en bras, en griffes, en mâchoires, ne paraissaient devoir leur présence ici qu'à quelque hasard impénétrable. Plus en arrière, au moins presque à la limite visible des plaies, plus en arrière, au moins presque à la limite visible des blés étendus, la ferme du colon Marcus. Vieille maison bâtie par son grand-père, avec sa façade uniforme, son auvent, ses meurtrières, sa couleur rose passée d'anciennes poteries, ses tuiles recouvertes d'une couche de mousse grise. Tout cela avait l'air d'être le vrai visage de l'Algérie, mais n'était que simple surface. Ce visage lui avait été façonné par la colonisation, et l'Algérie a 1 million d'autres visages. Cela aussi, Omar le comprenait. Il regardait les terrains qui épousaient la ligne ondulée du pays, les chaumes grillés
et mort, crépitait en se balançant dans le vent. Cette toison d'herbe roussie avait l'apparence tantôt de l'or entrant en fusion, tantôt d'une chevelure que la terre secouait mollement sur ses épaules en défaillant dans l'ardeur insoutenable. Tandis que l'écoulement du temps accomplissait son chemin dans le cœur de l'enfant, élevait en lui son ancienne, amicale et funèbre. Les collines se dressaient à l'ouest, grises et mouchetées de mauve dans leur hostilité familière. Il en va souvent ainsi du monde, dit le vieil homme commandeur. Omar ne discernait plus s'il était dans le pays que ses yeux lui montraient ou dans celui des blés que lui dépeignait commandeur. Omar avait l'esprit agile et un corps sain. Il allait sur ses 11 ans. Son visage n'était pas particulièrement beau, mais d'une finesse presque excessive. Omar possédait un merveilleux instinct qui ne le trompait jamais. À cette seconde précise, pendant que Commandard parlait, l'odeur de fer de la machine lui attaquait les narines. Couché dans l'herbe, il pensait « Voici comment sont les choses. Les champs de blé sont dorés et roux, couleur de pain cuit, mêlés déjà d'épis bruns et brûlés. Voilà là-bas la maison des Français, les colons à qui tout appartient, terre, moisson, arbres et air, et les oiseaux, et moi-même, sans doute. Tout est solide et stable dans cet univers. Tout paraît à sa place dans cette éclatante magnificence. Ce sol, comme cette ferme, ce ciel vibrant, comme ces ouvriers qui s'en vont, qui reviennent maintenant, parce qu'il faut reprendre le travail. Cette machine comme ces collines dénudées, comme ma respiration dans ce monde, tout semble ordonné. Le jour s'immobilisa sur la méditation du garçon. Les oiseaux dans les feuilles, la quiétude, des coups frappés au loin, un bourdonnement monotone, 1 heure de l'après-midi dans la tranquille intimité de l'espace. Prête-moi ta plume. احتفل بعيد استقلال الجزائر وبالمناسبة دي عايزين نذكر شهدائنا ونقف دقيقة حداد. رددوا معي: رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء. عاشت الجزائر حرة مستقلة. قضبان حديد اتكسرت، قضبان حديد اتكسرت، والشمس طلعت نورت أرض العروبة. قضبان حديد اتكسرت،
قضبان حديد اتكسرت والشمس طلعت نورت أرض العروبة. أرض البطولة أرض البطولة أرض الجزائر الجزائر الجزائر. حديد اتكسرت قضبان حديد والشمس طلعت نورت أرض العروبة. قضبان حديد اتكسرت قضبان حديد والشمس طلعت نورت أرض العروبة. أرض العروبة أرض البطولة أرض العروبة أرض البطولة أرض الجزائر الجزائر الجزائر. طويلة حرب ونضال حرب ونضال بين الكهوف فوق الجبال فوق الجبال فوق الجبال. سنين طويلة حرب ونضال حرب ونضال بين الكهوف فوق الجبال فوق الجبال فوق الجبال. سنين طويلة حرب ونضال حرب ونضال بين الكهوف فوق الجبال فوق الجبال فوق الجبال. شايلين سلاح شايلين سلاح شايلين سلاح شايلين سلاح. قصة كفاح أعجب وأغرب من الخيال. ختمها كان الانتصار. ختمها كان الانتصار. والفرحة عمت كل دار والفرحة عمت كل دار. حتى الشهيد قام من جديد. حتى الشهيد قام من جديد. في كل حفنة من التراب يستقبل الفجر الجديد. يستقبل الفجر الجديد. فجر الجزائر الجزائر الجزائر. Prête-moi ta plume. Ce qui se produisit ensuite fut difficile à suivre, dit Commandard. Un hurlement farouche éclata dans l'air paisible, emplissant la campagne d'une gigantesque colère. La machine secouait sauvagement ses grandes articulations d'acier. Un homme y était pris et ballotté de toutes parts, mais il restait suspendu aux dents enfoncées dans son corps. De grosses gouttes de sang pleuvaient lentement sur les épis qui avaient été tout à l'heure rasés. Et le dénouement vint comme la foudre. Dans un tintamarre de ferrailles disloquées, le système complexe de bras et de leviers s'abattit d'un seul coup. L'ouvrier claqua contre terre avec un bruit d'os écrasé. Ce n'était plus un homme, mais une loque noire. Un grand chien accourut en vociférant et se figea dans une surprise étonnée. Puis il poussa de longs aboiements. Comme par enchantement, les champs calmes, à cette heure, furent pleins de monde. Des ouvriers surgirent de tous côtés, grossissant le nombre de ceux qui travaillaient déjà là. Ils se pressaient en un cercle excité, essayant de parler tous à la fois. Chacun racontait maintenant sa propre version de l'histoire, discutait, expliquait. Omar voyait lui aussi le groupe. Il voyait dans le centre du cercle, parfaitement froid, le corps de l'homme. Il était trop tard. Trop tard pour quoi? L'ouvrier était mort du premier coup, dès l'instant où il avait heurté le sol.
Il avait eu les reins brisés, presque tous les os fracturés, dit Commandeur. Le sang coulait de son corps en un suintement ininterrompu qui imbibait la terre de taches rouges lumineuses. Omar se retourna contre le sol haletant. Le grand chien noir était toujours là, dit Commandeur. Il se balançait et haletait comme une locomotive, la langue volumineuse et pendant de toute sa longueur. Il tendait sa grosse tête. On voyait frémir son mufle épais et travailler les puissants muscles du cou. Plusieurs flahs se mirent ensemble pour le chasser. Le chien appartenait au maître. « Maudit chien !» jurèrent-ils. « Maudit, toi, il est tien !» Omar voyait le bouledogue qui s'éloignait puis s'arrêtait, qui avançait sa massive caboche vers le groupe et grognait, campé sur ses pattes écartées, plein d'une ardeur infernale. Monsieur Auguste, homme d'une 50aine d'années, sortit en courant de la ferme, dit Commandeur. On le vit arriver à grands pas après avoir claqué le grand portail. Son visage d'homme trop nourri brillait autant que ses cheveux écarlates. Il portait sur de fortes jambes un large buste. Son ventre débordait de la ceinture. Quand il fut devant le groupe, le grand chien noir s'approcha de lui. « Monsieur Auguste. »« Bonjour, » dirent quelques flahs. « Monsieur Auguste, une chose terrible est arrivée. Venez voir. » Monsieur Auguste, machinalement, saisit le collier du matin. La bête se mit à tirer de plus belle en aboyant furieusement. Aucun des flahs pourtant ne manifesta de signe d'impatience ou d'hostilité quelconque. Ils regardaient simplement, attendant de voir ce que le Français allait faire. Tout en retenant son chien, Monsieur Auguste commença à proférer des imprécations. Juste à cet instant, un autre Français arriva en trottant sur de drôles de petites jambes, dit Commandeur. C'était Monsieur Marcus lui-même, l'homme que les fellahs apercevaient rarement. Sa voix chevrotante s'éleva, claire, impérieuse, dominant vite les clameurs du commis qui finit par se taire. « Qu'on ne le touche pas! Allons, vous, tous, à votre travail, et plus vite que ça !» Monsieur Marcus ordonna tout ça en arabe. Les hommes ne paraissaient point pouvoir s'arracher à la vision de ce corps déchiqueté, cette dépouille inerte. Cependant, ils se dispersèrent peu à peu. S'adressant à son commis en français cette fois, M. Marcus dit « Il faudrait apporter une bâche de la ferme et le recouvrir en attendant que les gendarmes arrivent. Ils ne tarderont pas à être ici. Que tout cela retourne à leur travail. Prenez un ou deux d'entre eux pour les formalités. Ne les laissez pas trop parler. J'expliquerai moi-même aux gendarmes, ils comprendront. L'accident est dû à l'imprudence de l'indigène. » Puis en arabe aux ouvriers. « Au travail, sinon les heures perdues seront déduites de la paye. » L'agitation qui le secouait allumait ses pommettes minuscules. « Nom de Dieu, et moi qui comptais être en ville à 3 heures !» Les flahs passèrent devant lui, pleins de dignité déférente. Chacun d'eux le salua d'un geste de la main sur le cœur. Le salut était courtois et respectueux. M. Marcus resta insensible à ces manifestations.
Monsieur Marcos est un grand gentilhomme, le noble descendant d'une famille de colons. Il est le cousin par le sang et par les biens de seigneur, maître et héritier illustre de vastes propriétés. Prête-moi ta plume. ترويها العبايز للصبيان قبل ما تنام يغنيها راوي عمام زمان بادي الكلام كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان أنا وحبيبي عاشقين الاتنين نرعى الغنم عايشين هانيين فوق المرج الخضر بالليل نباتو سهرين نغني ونحلم والصبح نخرجو متعمقين نحلمو بموسم الحصاد نجمعو الصبا وخير البلاد نديرو عرس نولدو ولاد هكذا حلنا كان يكبر وكان يا مكان كان يا مكان وفي يوم من الايام ولد شيخ البلاد على جواد وكان هواد شاف غزالي في الواد خطفها وزاد خلى دمعي عليها هواد ما قدرت عليها نصبر ليلة الفرح ألم قلبي وسال الجرح وكان اللي كان وقبل ما يطل الصبح ويبان ضوء الفجر وقبل ما يطل الصبح يبان ضوء الفجر تسللت للقصر وخطفت البدر ناوي بغزالي نهرب لكن السور كان عالي ولما قفز جوادي عطر شافونا الأهالي واتفضاح السر ديك الليلة جمعت القبيلة ديك الليلة حكمت القبيلة أنا والخليلة
أنا الخليلة نترجمو بالحجر. بين يوم وليلة نفذ الأمر وماتوا العاشقين متعنقين من أجل الحب، من أجل الحب ضحى عين كل عاشقين على اللي دفنوا باتنين في قبر واحد جنب النهر. وبعد يومين على جنان نبتت شجرة وصارها مشكين، رخت ضلها وضلات القبر ورضات اثنين نبتوا متعمقين باكين العين لونهم أحمر. عصفور أخضر في كل فجر يجي يزورنا، عصفور أخضر في كل فجر يجي يزورنا، يغني حكايتنا ويدعي لله لنا يغفر. عصفور أخضر كل فجر يجي يزورنا، عصفور أخضر كل فجر يجي يزورنا، يغني حكايتنا ويدعي لله لنا يغفر. ومالي ينصحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة، ومالي ينصحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة، يرشوا المطر موحنا حنا والزهر، يشعلوا شمعة يدفوا دمع يغطيونا يغطيونا توب حرير لون أخضر. ومعالي ينصحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة، ومعالي ينصحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة، يرشوا المطر موحنا حنا والزهر، يشعلوا شمع يدفوا دمع يغطيونا يغطيونا توب حرير لون أخضر. وماليان صبحت حكايتنا ترويها العجايز للصبيان، قبل ما تنام يغنيها راوي عما من الزمان، بالي الكلام كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان. Prête-moi ta plume. Omar le connaissait.
Il avait tenté un jour d'entrer par une haie dans les terres de M. Marcous. Le regard pâle du colon tomba sur lui tranchant comme une lame et parut au garçon chargé de cruauté. Omar comprit qu'il fallait se dépêcher de fuir cet endroit. Mais le regard qui se posait sur lui vagabondait ailleurs. Le colon ne l'avait pas même vu. Il rêvait. Omar fut pris d'horreur à la pensée que cet homme possédait pareille machine. Il médita sur la mort qu'elle donnait. Il imagina l'agitation des travailleurs, l'émotion sourde qui les avait pénétrés en cet après-midi serein, répandu sur tout le pays sans un frisson. La menace qui avait pesé sur lui restait en suspens comme un point aveugle, comme une malédiction. L'enfant devait comprendre toutes ces choses. C'est pourquoi il réfléchissait, étendu dans l'herbe, en écoutant Commandard qui parlait de la vie réprouvée des fellahs. Les enfants, en réalité, savent et comprennent. Omar savait vraiment ces choses-là, sans qu'il y ait eu besoin de réfléchir à chacune d'elles en particulier. Son esprit avait déjà saisi le rapport qui existait entre cette mort et la pauvre fatigue de sa mère, entre le sort des fellahs et la faim de Dars Betar. Il revoyait les policiers qui avaient envahi un matin Dars Betar. Celui-là aura su de quoi il est mort, dit Commandard. Mais tout le reste... Et comme avant, pensait Omar, comme avant, il n'y a rien de changé, sauf un ouvrier agricole en moins dans le monde. La voilà, la mort. Et voilà de qui elle est venue, de ces hommes qui sont à côté de nous. Qu'est-ce que la mort d'un fellah? Un déchirement brutal et rapide. Et c'est tout. Après, il n'y a plus rien. Et tout est comme avant. Qu'adviendra-t-il de tous? De la vie des gens de Bni Boublen et de Dars Betar, de ces Français, de cette mort? Couché sur le gazon, il laissa encore glisser sa pensée dans le grand rêve de la mort, et il songea. Grand Dieu qui savait comment sont les choses. Je sais, moi aussi, et je vois. Je comprends qu'elles soient ainsi. Qu'elles soient étranges, simples et sauvages, belles et terribles, qu'elles soient claires et familières. Mais qu'arrivera-t-il ensuite? Pendant que l'enfant se parlait ainsi à lui-même, 3 heures sonnèrent à l'horloge de Mansoura. Omar se demanda si M. Marcos avait pu se rendre en ville à 3 heures après l'accident. « Quelle manie avons-nous, dit Commandard, quelle manie d'étaler nos misères. N'est-ce pas ce que disent de nous ceux qui tiennent à ce que rien ne change? Malaputa, qu'un rien change dans ce qui existe. Et voilà qu'ils ont peur. » Omar considéra Commandard et se demanda si quelquefois le vieil homme sans jambes, enraciné dans ces terres, n'était pas hanté par une lassitude insurmontable. « Prête-moi ta plume. » Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef.
Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. فاطمة فوق الحجرة جالسة تبكي تبكي، كان صرحها في الأسرة ولم يعد فلمن تشكي. تهدم البيت انكسر، هوى ضحيتها الفتكي، بين اليمنة واليسرى رواية القصف تحكي. ترى وما لها تمطر جمرا، ما للرب هل عطرا أم في الأرض مختبرا. ما ذنبينا الأخرى وما العبرة فيما جرى. ما للنور تفجرا وما له ولما هجرا. مكتوب مكتوب ولا عمدجة وجنود، مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس، مكتوب مكتوب ولا عمدجة وجنود، مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس. مكتوب العصور، مكتوب الزهور، حكايات الحور، الحزن والسرور، مكتوب السطور والريح والبذور. فاطمة فوق الحجر جالسة تبكي تبكي، متى تهدى الدروب وهل رحل الغروب على بعض الشعوب خصامات القلوب بنادي القروب والطيش والهروب. فاطمة فوق الحجر جالسة تبكي تبكي، مكتوب مكتوب ولا عمدجة وجنود، مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس، مكتوب مكتوب ولا عمدجة وجنود، مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس، مكتوب مكتوب ولا عمدجة وجنود، مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس، مكتوب مكتوب. Prête-moi ta plume.